Bienvenue à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un petit concept qu'on aimerait développer avec Sean. Donc, qui consiste du coup à faire des discussions un peu plus autour du personnage, au-delà des connaissances qu'il a dans les différents domaines qu'il maîtrise. Le but c'est de faire connaissance avec Sean Seal de Upside Strength Mhm. et de découvrir un peu qui est le personnage derrière tout ce qu'on voit. Et j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Donc voilà. Super. Donc si on peut commencer, donc moi je t'ai préparé quelques questions. Mhm. Le but bien entendu c'est de laisser les choses arriver avec le flow, bien entendu. Mais j'ai quand même prévu quelques questions, quelques guidelines Mhm. pour qu'on puisse commencer. Quand tu veux. Du coup comment ça va aujourd'hui? On commence gentiment. Très bien. Ouais. Très très bien. Très très bien. Mhm. Comment ça très très bien? Les choses se passent bien à plein de niveaux différents et évoluent dans le bon sens. Donc l'emplacement de manière absolue est bon et la tendance est bonne également. Donc tout va bien. Super. Ça fait plaisir à entendre. Ok Sean, on va commencer gentiment avec juste un premier thème. Donc on va fonctionner par thème. Premier thème, c'est les origines. Mhm. Alors quand je dis les origines, c'est pas spécialement tes origines ethniques ou autres, c'est les origines de la personne que tu es aujourd'hui. Mhm. Et je vais commencer par des rapides présentations. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais? Ouais. Même si les gens, je pense qu'ils te connaissent, on ne sait jamais. C'est toujours bien de reprendre depuis C'est le ça. début. Écoute, je m'appelle Sean Seal, comme tu l'as bien dit et bien prononcé d'ailleurs. Merci à toi. Avec plaisir. J'ai 33 ans, je suis marié, ma femme s'appelle Lynn, on a un fils qui s'appelle Avery et ma femme a deux enfants qui sont un petit peu plus âgés également, Diego et Jack, qui vivent pour l'instant au Canada, qui nous rejoignent le mois prochain pour un petit mois de vacances. Donc ce sera bien de se retrouver, de réunir toute la famille. Mhm, Donc ça c'est au niveau, on va dire, familial. mhm. J'ai grandi à Nyon en Suisse. Donc pas loin d'ici, on est à Genève. Et j'ai aussi passé 7 ans à Vancouver au Canada. C'est là où j'ai rencontré ma femme, c'est là où j'ai commencé à coacher. Et on est revenu il y a 3 ans et demi de ça maintenant, début 2019 avec ma femme et notre fils. On s'est réinstallé en Suisse, dans un premier temps avec ma maman. Et maintenant elle a trouvé son petit coin à elle. Et puis voilà, on est toujours très très proches. Elle habite aussi à Nyon, on se voit très souvent. Super. C'est quelque chose qui est très important pour nous aussi. C'était une de nos raisons pour notre retour en Suisse, c'était d'avoir ce cadre, ce soutien familial. Mon frère est pas très loin aussi, il est à Winterthur. Enfin, ça fait un petit peu de route, mais c'est toujours plus près que le Canada. Donc voilà, on s'est rétabli en Suisse. Et puis, après une année de transition, dont j'ai déjà parlé sur d'autres podcasts, je me suis remis à 100% dans le coaching après avoir pensé peut-être ne plus travailler en tant qu'entrepreneur et travailler pour quelqu'un d'autre et faire mon 9 à 5 et rentrer à la maison et passer à autre chose. J'ai très vite réalisé qu'au final, ce que j'avais commencé à développer quand j'étais au Canada, l'esprit entrepreneurial, si on veut, est-ce que je l'ai développé ou est-ce que je l'avais déjà, je ne sais pas, mais en gros, je ne pouvais pas le mettre de côté. Et donc, je me suis relancé dedans juste avant le début de la pandémie. Donc, c'était février, le 1er février 2020, je me suis relancé à 100% à mon compte. En tant que coach et on est toujours là, donc tout va bien. Et à l'heure actuelle, je partage mon temps entre plusieurs activités, coaching privé, testing pour des athlètes, que ce soit sport d'endurance, crossfit. J'anime une chaîne YouTube aussi, certainement où cette vidéo paraîtra. Who Euh, knows? Who knows? Et j'ai commencé récemment également à créer des formations en ligne, à donner des séminaires en présentiel. Toutes des choses que j'aime énormément et que je me réjouis de développer sur les mois qui viennent. Merci pour cette introduction. Il y a des points sur lesquels on va revenir un peu plus tard. Il y a deux choses. J'ai une question. Ton fils s'appelle Avery, right? Mhm. Avery, c'est pas le nom d'un pirate. Est-ce que c'est la référence ou est-ce qu'il y a une autre raison? Alors, il y a deux raisons principales. Ok. Une, c'est qu'on a choisi son prénom avant de savoir si c'était un garçon ou une fille. Ok. Et Avery, c'est un nom qui se prête aux deux sexes. D'accord. Et ensuite de ça, quand on a regardé pas les définitions, mais the meaning, comment on dit ça en français? Le sens de. Le sens, merci. Le sens
du nom en français. Ouais, d'accord. Ouais. Ça voulait dire Ruler of the Elves. Oh, Ouais. Et on s'était dit que c'était assez chouette. Et fan du du coup, Seigneur des Anneaux alors. entre autres, mais pas seulement. Et on s'est simplement dit que c'était un joli prénom qui allait se prêter, peu importe si c'était un garçon ou une fille. Et donc on est parti avec ça. Nice, super. Mhm. Ok, très intéressant. Dans les origines, donc le thème actuel, il y a un truc très intéressant qui revient souvent, c'est cette notion de famille. Mhm. Euh, Lors d'une interview que tu avais fait avec Kevin, Kay Suisse, il y avait eu cette notion de famille qui revenait souvent, du fait que voilà, tu t'organisais un maximum pour passer du temps avec ta famille. Là, tu reviens encore sur le fait que tu aimes bien être proche de ta famille, donc tu t'assures d'être pas très loin d'eux. C'est super intéressant parce que dans ta façon d'être et dans ta façon, en tout cas par rapport au discours que tu tenais déjà avec Kevin à l'époque, j'ai l'impression que tu es quelqu'un d'aimé et qui retransmet cet amour que tu as reçu. Mhm. Et ça se sent par rapport aux liens familiaux, en tout cas, que tu entretiens donc avec ta femme, mais aussi avec ta mère et ton frère, Mhm. ceux que tu as mentionnés en tout cas. Mhm. Est-ce que tu pourrais élaborer là-dessus parce que j'ai l'impression que la famille, c'est vraiment une pierre angulaire dans la personne que Ouais. tu es en fait. Ouais, je pense que pour moi c'est extrêmement important. Et même si je suis de loin pas parfait de ce côté-là, et prendre assez de temps pour la famille, c'est toujours un challenge pour moi par rapport au travail que je fais quotidiennement parce que j'adore ce que je fais. Et donc, il faut que je me mette des barrières et des fois, il faut même que ma femme me mette des barrières pour que je prenne plus de temps pour travailler un petit peu moins. Je pense que jusqu'à récemment, il y avait toujours ce besoin d'assurer la sécurité au niveau du revenu, au niveau de la stabilité, etc., qui faisait que j'avais de la peine à me détacher du travail et que je me disais en gros que chaque heure que je ne travaille pas, c'est une heure potentiellement que je ne peux jamais rattraper. Et si on n'a pas assez, et si on ne peut pas payer une facture, et si. Et j'étais toujours dans cet engrenage. Récemment, avec le business qui fonctionne bien, j'arrive de mieux en mieux à m'en détacher et à prendre le temps qu'il faut pour passer du temps en famille. Cela étant dit, c'est encore quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de travail à faire parce que c'est vraiment pas facile pour moi de justement poser mon téléphone. On en parlait encore hier soir avec ma femme, je passe trop de temps sur mon téléphone, même à la maison. Il faut que j'apprenne à vraiment le mettre de côté et à simplement passer du temps avec la famille. Donc c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, mais que je ne fais pas très très bien encore. Mais malgré ça, oui, j'ai énormément de chance d'avoir une femme qui me soutient dans tout ce que je fais. Je veux dire, il y a un dicton, il me semble, derrière chaque grand homme se trouve une grande femme, quelque chose de cet ordre-là. Et pour moi, c'est vrai dans le sens où tout ce que je fais au quotidien, je ne pourrais pas le faire sans son soutien à elle. C'est elle qui s'occupe du petit la plupart du temps, c'est elle qui s'occupe de la maison, c'est elle qui s'occupe de moi. Donc, j'ai beaucoup de chance de l'avoir dans ma vie. Et on s'est bien trouvé, je dirais. L'année, il me semble qu'en mars, ça fera 10 ans qu'on est mariés. Incroyable. Ouais, on arrive sur la décennie. On arrive toujours à se blairer, donc c'est pas mal. Félicitations. C'est pas mal du tout. Donc j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Notre fils, Avery, c'est un petit enfant vraiment assez exceptionnel. Plein de bonheur, plein d'amour aussi. Et j'aime à penser que c'est aussi le produit de l'environnement familial dans lequel il évolue. Donc moi je pense que j'ai beaucoup évolué de ce côté-là au cours des années. J'étais pas toujours nécessairement l'attitude que j'avais en termes de père de famille. C'était pas nécessairement toujours celle que j'ai aujourd'hui. Donc je me retrouve à être peut-être beaucoup plus patient maintenant, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup moins agressif. C'est un terme un petit peu peut-être un petit peu violent, mais j'étais pas agressif avant, mais peut-être dans ma manière de me comporter ou de m'exprimer avec mon fils. Ou des fois tu snaps et je le fais de moins en moins. Et je vois aussi que lui répond en fait très très bien à ce changement, dans le sens où si moi je suis agressif avec lui, et lui il va être agressif en retour. Et après ça escalate et ça marche pas. Donc c'est à moi d'arriver avec la bonne attitude. Et c'est un parcours et un apprentissage qui est très enrichissant pour moi. Parce que ça me force à me poser beaucoup de questions sur qui je suis, comment j'agis, comment je veux être dans le monde.
Et donc ça m'aide énormément. Et encore une fois, ouais, ma femme, notre fils, ma maman aussi qui nous a aidés quand on est revenu en Suisse, qui nous aide toujours, qui est toujours très très présente, qui passe du temps avec le petit chaque semaine. Mon frère qui est toujours là pour nous aider aussi si on a besoin. Donc j'ai de la chance de ce côté-là. Je connais assez de gens qui s'entendent pas très bien avec leur famille pour comprendre que j'ai énormément de chance d'avoir une famille qui est extrêmement soudée, extrêmement proche. Et il n'y a pas vraiment de négatif en fait. Dès qu'on est en famille, c'est que du positif. On est toujours plus contents les uns que les autres de passer du temps ensemble. Et donc, autant des fois je le néglige, des fois je l'oublie un petit peu, je ne le priorise pas assez. Autant quand je reflète dessus, je sais que c'est une chance énorme que j'ai, que c'est une base qui soutient tout le reste en fait. Je l'ai vu récemment, j'étais en Alsace la semaine dernière pour un séminaire, j'ai pu passer un petit peu de temps avec une jeune dame qui s'appelle Claudia Gluck, qui est pas loin de la tête du CrossFit en France à l'heure actuelle, qui a fait 10e aux demi-finales récemment, à 5 places des Games. Wow. Et j'ai eu la chance de passer du temps avec elle, avec Basile, son conjoint, et avec ses parents aussi, et de voir en fait le cercle familial d'une athlète de haut niveau, parce que c'est vraiment, faut dire ce que c'est ce qu'elle est à l'heure actuelle, de voir ce cercle familial en fait qui soutient la personne, peu importe les exploits sportifs ou pas, peu importe les réussites ou les défaites, mais c'est ce noyau en fait qui est immuable, si c'est le mot en français, et qui à mon avis est vraiment le centre de tout en fait. Si tu as cette base-là, peu importe ce qui se passe dans ta vie en fait, tu vas toujours pouvoir te replier dessus si nécessaire et retourner à la base pour ensuite repartir si tu en as besoin. Donc je sais que c'est une chance énorme que j'ai, même parce que je suis pas athlète de haut niveau, mais même ça se transfère à tout. Et donc j'ai énormément de chance avec ça. Ah, super. Super intéressant. Moi, il y a un truc sur lequel je reviens à chaque fois, hein, parce que tu lâches à chaque fois des pépites, donc c'est dur de suivre, mais moi, il y a la notion déjà d'éducation qui revient beaucoup. Moi, j'ai discuté, donc bon, j'ai pas d'enfant, hein, j'ai que 22 ans, mais j'ai discuté avec pas mal de parents, et souvent ils me disaient qu'avoir un enfant, ça change tout. Parce que c'est la seule personne, en fait, même si tu es quelqu'un de selfish, d'égoïste, bah, quand tu as un enfant, en général, c'est à partir du moment où tu commences à penser à autre chose que toi. Et parfois même, ton enfant, c'est le fils, enfin, c'est le miroir en fait, de toi-même, quelque part. Alors, on n'est pas en train de dire que forcément ton enfant doit te ressembler, doit être comme toi exactement, mais disons que quelque part, il y a une réflexion, enfin, il y a un reflet qui fait que ça te permet de poser un regard sur toi-même en fait. Oui, absolument. Et c'est ce que je retrouve dans ce que tu dis, dans le sens où peut-être que tu as une part en toi qui est peut-être, je sais pas, peut-être pas colérique, mais qui est peut-être rigoureuse, un peu dure. Et quand cette part ressort, eh bien, de l'autre côté, tu le ressens aussi. Et donc, quelque part, ça te permet de te réajuster toi finalement. Absolument. Et les enfants, ils apprennent en imitant. Et tu le vois dans la manière dont ils agissent dès le moment où ils sont petits. Ils vont toujours regarder ce qui se passe autour d'eux, même si tu penses qu'ils ne regardent pas, même si tu penses qu'ils n'écoutent pas, ils sont là. Et c'est comme ça qu'ils apprennent, parce qu'ils n'ont rien d'autre comme référence en fait. C'est ça, le mimétisme social. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment ce que tu dis là, c'est que si son comportement n'est pas celui que j'attendais, c'est d'abord à moi de me poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui, dans son environnement actuel, parce qu'il n'y a bien sûr pas que l'environnement familial à la maison, il y a l'école, il y a les amis sur la place de jeu, il y a les sports auxquels il participe. Toutes ces choses-là vont créer en fait l'enfant qu'il est et la personne et la personnalité en fait qu'il va adopter, forger on va dire, parce qu'il y a bien sûr, il y a bien sûr ce qui vient de la personne, de l'enfant, de l'être, et qui est différent de tous les autres, mais il y a bien sûr ces empreintes de tous les environnements dans lesquels il passe qui vont déteindre sur lui si tu veux bien. Tout à fait. Et donc ça, c'est toujours des questions qui sont intéressantes à se poser, à mon avis, en tant que parent. C'est, voilà, mon enfant, il est le reflet de son environnement et des personnes qui gravitent autour de lui. Et s'il y a un problème, eh ben, faut, avant de
pointer l'enfant du doigt et de dire c'est un mauvais gamin, c'est un mauvais gosse, eh ben, faut se dire qu'est-ce que je peux faire pour aménager son environnement de telle sorte qu'il puisse s'imprégner des meilleures valeurs possibles et imiter les meilleurs comportements possibles. Franchement, ça fait plaisir ce que tu dis. Ça fait plaisir ce que tu dis parce que je trouve très conscient de ta part et j'ai l'impression que là-dessus, toi et ta femme, vous faites un teamwork là-dessus. Donc c'est génial. Et surtout, ce que j'apprécie dans le... Parce que moi, je vois tout un principe qui est clair dans ce que tu me dis, c'est que tu pars des causes pour traiter les effets et pas l'inverse. Et intuitivement, en tant qu'être humain, je trouve qu'on s'attarde beaucoup sur les effets Beaucoup. et parfois très peu sur les causes. Beaucoup. Et je pense qu'être conscient des affects qui nous influencent, de comprendre voilà, qu'un être humain, bien sûr qu'il y a ce package inné qui fait que quand il naît, c'est pas une grenouille. Voilà. Mais par contre, derrière, il y a tout un écosystème, comme tu l'as très bien dit, qui est social, qui est environnemental, qui est aussi, voilà, il y a ce qui est en lui qui va résonner avec ce qui est en extérieur, et il y a votre comportement à vous. Et moi, ça me fait penser, par exemple, à mes parents, tu vois. C'est très intéressant parce que, par exemple, mon père était très casanier, il regardait beaucoup la télé. Et moi, j'ai hérité de ce côté-là. Alors, hérité, finalement, est-ce que c'est du mimétisme social ou est-ce que c'est comme ça que j'aurais été, quoi qu'il arrive? On ne sait pas. C'est ça. Moi, j'ai plus tendance à penser que c'est du mimétisme. Mais finalement, quelque part, l'héritage, il est pas spécialement inné, hein. Il peut aussi être social, voilà. Et donc, moi, j'ai gardé ce côté très télé, etc. Donc, moi, la vidéo, par exemple, c'est un format qui résonne beaucoup en moi. Et nous voici, tu vois. Et nous voici, ouais. Et puis, mes parents me disaient souvent, quand je m'ennuyais, va lire un livre. Mais moi, j'ai jamais vu mes parents lire. Ouais. Tu vois. Et donc, c'était frustrant parce que moi, je voulais regarder la télé et on m'envoyait lire. Tu vois. Ouais. Donc, c'est très intéressant de voir que toi, tu es conscient de ces choses-là et tu essayes de te remettre en question. Parce que je pense aussi que c'est vraiment, tu vois, par rapport au vécu de parents, en tout cas du peu que je peux voir et analyser, ce qui est dur, c'est que tu as une place de prof, mais aussi d'apprenti, d'élève quelque part. Parce que il n'y a pas de manuel pour être parent. Ça, c'est quelque chose que ma mère elle dit souvent. Il n'y a pas de manuel pour être parent, il n'y a pas d'école. Et parfois même, l'école ne suffit pas, même s'il y en avait une. Donc, parfois, tu dois apprendre sur le tas aussi. Et il faut avoir cette humilité de te dire, bah, ce petit être qui ne sait rien et à qui je dois tout apprendre est aussi là pour m'apprendre des trucs sur moi, et sur lui, et sur ma femme, et sur mon couple, et peut-être même sur ma famille, tu vois. Et donc, je trouve intéressant parce que je sens que tu as ce recul-là. Et pour moi, du coup, tout ne peut que bien se passer, en fait. Je dirais déjà que c'est en grande partie grâce à ma femme. C'est pas le regard que j'avais au départ. J'avais le regard, si j'ose dire, très suisse de voilà, tu restes dans les cases, tu fais ce qu'on te dit, tu fais ci, fais pas ça. Et ça a beaucoup évolué au cours des années, encore une fois, grâce à ma femme, qui a beaucoup plus de sensibilité que moi par rapport à ça. Bah, elle a 3 enfants maintenant, donc elle a eu la chance d'en élever 2 de plus que moi, même si bien sûr j'ai fait partie de leur vie assez tôt également. Mais voilà, elle avait déjà ces concepts bien en main. Et donc moi, je suis arrivé avec mes gros sabots, papa pour la première fois, j'avais plein de choses que je pensais faire juste, etc. Et au final, même si je n'ai pas nécessairement une très bonne mémoire de comment j'étais exactement quand mon fils était plus jeune, je sais que ce n'est pas du tout la manière dont j'agis aujourd'hui. Et je sais que la manière dont les choses se passent aujourd'hui est beaucoup plus en ligne avec les valeurs que j'aimerais communiquer, passer de l'avant. Et comme tu le dis, je pense que les enfants ont beaucoup à nous apprendre. C'est génial. Moi, personnellement, bon, je te félicite, hein, c'est une conviction personnelle, mais j'estime que le fait d'être conscient des choses et de se remettre en question, c'est le meilleur moyen d'être bien avec soi et d'être bien avec les autres. Et aussi Bon, moi j'ai une philosophie qui est assez... je ne sais pas si ça te parle, le stoïcisme. Donc, on revient aux réalités très crues de la vie, on revient à ce qui est... j'aime beaucoup ce courant de pensée parce que je trouve que ça remet les points sur les i. Il y a notamment un bouquin que j'aime bien, le manuel d'Épictète,
Et en gros, c'était donc un esclave. Donc c'est intéressant de comprendre ça parce que quand tu lis un peu ce qu'il dit, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui a vite compris en fait qu'il y a ce qui est à t'apporter et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire les choses sur lesquelles tu peux avoir une influence et celles où tu ne peux pas en avoir. Et qu'il vaut mieux te concentrer sur celles où tu peux avoir de l'influence parce que c'est là où tu vas pouvoir faire la différence et mettre de côté finalement là où tu ne peux pas avoir d'influence. Mhm. Et parfois se remettre en question et parfois te dire bah là je suis dans l'erreur, il faut que je revienne, tu vois. Et il dit aussi que si celui qui emprunte, enfin celui qui décide de commencer une quête philosophique et celui qui commence une quête de savoir doit accepter de passer pour un idiot, tu vois. Et donc il y a un peu ce côté d'humilité, si je puis dire. Alors, pas excessive, mais en tout cas qui vise à dire, ok, là je suis face à une situation qui me dépasse et c'est le moyen aussi d'apprendre. Et c'est très cool pour moi en tant que parent d'être comme ça, parce que même si tu as des insécurités, même si tu as des défauts en tant qu'être humain, eh bien, tu vas toujours faire l'effort de les corriger, de les polir. Et du coup, dans le processus, tu vas éviter de transmettre aussi des choses à ton enfant. Parce que je pense que même si il y a plein d'autres facteurs environnementaux, et quand je parle d'environnement, je parle aussi social, qui vont avoir un impact sur ton enfant, mais le fait que toi, en tant que père en tout cas, parce que tu restes quand même une figure d'attachement, tu restes quand même euh, un être humain important dans son développement, en tout cas dans les premières années de sa vie, et donc le fait que toi, en tant que figure d'attachement, tu puisses transmettre des vraies valeurs, et que tu puisses surtout te remettre en question par rapport peut-être aux mauvaises actions que tu pourrais poser, Mhm. c'est cool parce que derrière, tu évites de planter de mauvaises graines, tu vois. Mhm. Alors bien entendu, on n'est jamais à l'abri que... Et c'est toujours comme ça, et finalement, ce sera aussi son, euh, son parcours à lui d'arrondir les angles et de s'améliorer. Mais en tout cas, tu lui donnes déjà des clés, finalement. Parce que, J'espère. bah, moi, je te le dis, si tu te remets en question toi, t'augmentes les chances que ton fils se remette en question. Parce qu'il sait que papa, eh bah, il fait des erreurs, mais papa, il les corrige aussi. Mhm. Mhm. Donc, je te félicite pour ça. Merci. Je pense que là, on est assez bien par rapport au thème des origines. On y reviendra de toute manière à travers d'autres épisodes. Moi, j'aimerais passer maintenant à une partie un peu plus, comment on va dire, que j'ai appelée derrière les apparences. Derrière les apparences, pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, et peut-être que je me trompe, à toi de me dire, mais jusqu'ici, on a donc une image de Sean Sale, qui est vraiment, voilà, donc le type il est éclectique, il touche à différents domaines, il est très cultivé sur plein de domaines. Son arme favorite c'est le Moxie, donc qui est un dispositif qui te permet de calculer donc la quantité d'oxygène, c'est ça, consommée Ouais. par un muscle. Ouais, exactement. Et donc, tu fais des séminaires autour de ça, etc. Tu es coach pour les coachs, mais aussi pour des sportifs. Et tu as tes domaines de prédilection. Mais derrière tout ça, finalement, on n'a pas énormément de insight par Mhm. rapport à qui tu es. Mhm. Alors, peut-être on peut avoir un aperçu à travers ton concept de pensée du jour. Mhm. Mais au-delà de ça, il ne me semble pas que tu aies beaucoup creusé cet aspect-là. Est-ce que je me trompe? Non, tu as raison. C'est pas nécessairement c'était pas le but premier, mais je pense que c'est progressivement quelque chose qui devient de plus en plus pertinent du fait qu'il y a certaines personnes qui apprécient ce que j'ai à dire et qui me suivent assez régulièrement et qui peut-être s'intéressent un petit peu plus à qui je suis, au-delà de ce que j'ai à dire sur différents sujets. Donc, je ne l'ai pas fait beaucoup jusqu'à maintenant, mais c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui, à mon avis, suit son cours et qui demande à être développé, peut-être pour certains. On va aborder maintenant un sujet avec toi, Sean, donc autour du syndrome de l'imposteur. Donc je vais essayer de résumer un peu ce que j'entends par syndrome de l'imposteur. Donc ce sentiment que finalement tu n'es pas à ta place, que tu ne mérites pas d'avoir ce que tu as, que tu peux être un imposteur finalement, Mhm. parce que finalement, surtout dans notre domaine qui est assez entrepreneurial, assez à la one again, j'ai envie de dire, où on se forme à coup de tutoriels YouTube, éventuellement de bouquins qu'on pourrait trouver, etc. Et chacun finalement fait sa tambouille. Mhm. Et donc finalement, à un moment ou à un autre, tu pourrais te poser la question, est-ce que je suis autant légitime que quelqu'un qui a étudié? Est-ce que je mérite? Est-ce que je suis capable
tu vois, de transmettre mon savoir. Est-ce que je suis vraiment légitime de faire ça? Ou est-ce que je devrais encore me former? Est-ce que je devrais encore apprendre, etc. Et c'est vrai que c'est difficile à gérer, suivant pour qui, parce que finalement, on est dans un domaine où on peut toujours apprendre. Je pense que dans tous les domaines de la vie, c'est un apprentissage constant, finalement. Donc, à quel moment est-ce que tu te sens à l'aise de te dire, malgré le fait que je ne sais pas tout, eh bien, je me sens quand même à l'aise de partager ce que je sais. Mhm. Et je trouve que toi, tu fais ça avec une justesse qui est inouïe, parce que tu as cette tendance donc à partager ce que tu sais avec une certitude, avec une conviction qui est juste incroyable. Et en même temps, tu arrives quand même à avoir cette humilité de ne pas imposer ton savoir, tes convictions et les principes que tu utilises de façon absolue. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec toi, notamment par rapport aux réunions que tu fais qui s'appellent Entre Coachs. Et j'ai trouvé très très intéressant parce que tu as, t'as vraiment ce juste milieu entre je sais ce que je dis, mais je sais aussi que je sais ce que je dis seulement avec les infos que j'ai à dispo. Mhm. Et peut-être que demain, c'est pas ça. Mais ça ne sonne pas comme quelqu'un qui n'a pas confiance en ce qu'il dit. Ça sonne au contraire comme quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui a conscience qu'il pourrait demain ne plus savoir de quoi il parle. Mhm. Et du coup, ce qui me rend curieux, c'est de savoir comment est-ce que tu as travaillé pour acquérir cette compétence, cette faculté que tu as. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà avant ou pas? Je dirais c'est faire pour apprendre. Ok. C'est-à-dire qu'il m'a fallu faire mes centaines de vidéos pour être à l'aise avec l'idée que, comme tu l'as dit, je sais ce que je dis à l'heure actuelle sur la base des informations que j'ai à ma disposition, mais que ces informations pourraient être mises à jour demain et remettre en question ce que je disais le jour d'avant. Mais au final, je m'en fiche d'avoir raison. Et je crois que c'est ça qui m'aide le plus, c'est que je ne suis pas dans la bataille de j'ai raison, t'as tort, je suis juste, tu es faux. C'est simplement une recherche de la vérité, si on veut, avec un V majuscule, si on veut, dans les domaines que j'explore. Et donc sur ce compte-là, tu ne peux pas avoir juste ou faux en fait. Tu peux simplement essayer de comprendre au mieux avec ce que tu as et de continuellement essayer de te mettre à jour, de jamais rester coincé, de jamais t'arrêter d'apprendre. Le jour où tu arrêtes d'apprendre, où tu penses que tu sais tout, il faut changer de métier. J'y suis pas encore. J'espère ne jamais y arriver. Peut-être que je me lasserai un jour et je passerai à quelque chose de complètement différent. Mais je pense que j'ai assez de cordes à mon arc maintenant pour, même s'il faut pivoter et me réorienter, je saurai le faire. Et ça, j'essaie d'être toujours très à l'écoute de ce qui m'intéresse. J'ai la chance de pouvoir le faire, c'est-à-dire que je me concentre sur des sujets qui m'intéressent. Et je ne vais pas aller creuser un sujet juste pour le creuser. C'est vraiment parce que ça me fascine et ça me passionne que je le fais. Et après, s'il y a des gens qui sont intéressés et qui veulent écouter ce que j'ai à dire, eh ben c'est très très bien. Je suis content de le partager. Mais je n'ai pas nécessairement j'ai pas d'agenda, j'ai pas de choses vers quoi je dois tendre, que je dois faire, parce que j'ai telle ou telle chose à vendre ou autre. Et donc c'est cette recherche de la vérité avec un grand V qui m'anime. Et bien sûr qu'il y a toujours les doutes, mais je pense que d'être simplement honnête avec le fait que si j'ai tort, j'ai tort, et que ça ne rend pas ce que j'ai dit ou ce que j'ai partagé mauvais ou complètement désuet, mais c'est simplement qu'il y a des mises à jour à faire. Et ben, c'est une manière assez cohérente d'avancer et, si tu veux, de documenter en fait mon process chaque jour sans que ça reflète nécessairement un point X. Je dirais que la plus grande difficulté que j'ai à l'heure actuelle, c'est par exemple avec la formation que j'ai créée récemment, eh ben, je vais bientôt devoir faire une mise à jour assez conséquente du fait que toutes les choses que j'ai partagées, eh ben, je suis allé un petit peu plus loin dans ces différents concepts. Et à mon avis, il y a plein de choses que j'ai dit dans la formation que je dirais différemment aujourd'hui, après 2 ou 3 mois déjà. Et dans un an, ben, il y aura encore plus de mises à jour à faire. Donc, je ne peux pas mettre ça à jour chaque mois. Mais par contre, périodiquement, il va falloir que je revisite et que je retravaille le contenu
pour que ce soit au goût du jour par rapport à ce que je comprends, parce que c'est en constante évolution. Donc, c'est pas toujours facile, mais à mon avis, c'est beaucoup plus enrichissant, parce qu'en plus de ça, tu ouvres la porte à d'autres personnes, dans le sens où si elles veulent te laisser un commentaire, te dire ce qu'elles pensent, te dire ce qu'elles ont trouvé, leurs expériences, c'est très très enrichissant et on peut en fait tous apprendre en partageant. Partager pour apprendre, c'est quelque chose qui résonne assez avec moi et qui m'est, c'est pas nouveau, mais ça m'est venu récemment de cette petite phrase, partager pour apprendre, dans le sens où on ne peut pas vraiment penser dans notre propre tête. Il faut verbaliser ou il faut écrire si on veut structurer les pensées qu'on a. Et la meilleure manière de le faire, c'est avec quelqu'un en face. Si on n'a pas cette opportunité-là, le deuxième meilleur moyen, c'est de l'écrire. Parce qu'on se rend très très vite compte, une fois que tu relis ce que tu as écrit, que tu disais n'importe quoi, que tes phrases, elles n'ont aucun sens, que tes paragraphes, ils n'ont aucun sens, que tes chapitres, ils n'ont aucun sens, et que tel mot allait plutôt ici que là. Et donc au final, c'est un travail constant. On parle toujours du premier jet quand on écrit quelque chose. C'est le plus important, mais c'est aussi le moins important, dans le sens où il faut y aller sans retenue, sans préjugés. Et c'est dans le remaniement en fait, des pensées que tu as mis sur papier que la magie se passe. Et donc, d'après ce que je comprends, en tout cas, les grands écrivains, ce n'est pas ceux qui ont la plume magique et qui écrivent la phrase parfaite dès le premier coup, c'est ceux qui vont passer des heures et des heures, des dizaines, des vingtaines, des centaines de passages d'édition, de réédition pour optimiser en fait ce qu'ils ont créé et pour vraiment en tirer un maximum. Mais c'est un processus qui demande énormément de discipline et qui n'est vraiment pas facile à faire. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a très très peu de monde qui le fait à mon avis. Franchement, déjà merci, parce que tu as dit beaucoup de choses très intéressantes. Et il y a énormément de choses, de concepts qui résonnent en moi. Notamment cette faculté déjà à accepter. Tu es honnête avec toi-même. En tout cas, moi c'est ce que je déduis de ce que tu dis, par rapport au fait que tu as accepté tes limitations. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est important aussi de savoir ce qui est à sa portée et ce qui ne l'est pas. Hein, on revient au stoïcisme et au manuel d'Épictète. Voilà, c'est important de savoir, ça c'est pas à ma portée, donc je ne me concentre pas dessus. Et là par contre, je sais que je ne sais pas tout, mais je décide quand même de faire un max pour tout savoir, et en tout cas en savoir le maximum, parce que finalement je pense aussi qu'une fois qu'on a compris que la perfection n'existe pas, mais qu'on peut tendre vers, mais on ne peut pas vraiment l'atteindre, je pense qu'on a tout compris. Et je pense que c'est de là aussi que vient ta soif inépuisable de savoir et de quête de vérité aussi. Et une autre chose que je trouve très intéressant, c'est le fameux apprendre en partageant. Apprendre en partageant, pour moi, il n'y a pas plus... En fait, pour moi, c'est la forme ultime d'apprentissage. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Je dis ça parce que moi, j'étais à l'université de Genève, il y a de ça 3 ans maintenant. Et en fait, si tu veux, tout mon parcours scolaire, je ne savais pas ce que je faisais là. Tu vois, c'est-à-dire qu'au départ, c'était simple, donc je n'avais pas vraiment de questions à me poser. Je faisais ce qu'on me demandait, et puis moi, je faisais mes devoirs dans le bus, hein, parce que je ne trouvais pas intéressant les cours, tu vois. Donc, je faisais mes devoirs dans le bus, j'avais des bonnes notes, je m'en tirais bien. Et puis, à côté, moi, j'étais youtubeur à l'époque, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, je trouvais plus intéressant d'apprendre à faire du montage, d'apprendre à faire des effets spéciaux, que, je sais pas moi, connaître la vie de Jules César. Et donc, avec le temps, forcément, ça se corse de plus en plus. Alors, en général, j'étais plutôt bon pour les trucs compliqués que pour les trucs simples, donc tu vois, c'est paradoxal. Mais arrivé à un certain stade, ça demandait un investissement et une quantité de connaissances que j'arrivais pas à gérer moi. Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a un raisonnement beaucoup plus fort que sa mémoire, tu vois. Donc, de manière logique, s'il faut réfléchir, développer une pensée, c'est pas un problème. Même si je me prépare pas, je peux trouver des arguments, je peux trouver des idées. J'ai la pensée assez foisonnante. D'ailleurs, le problème, c'est souvent de retenir ce que je pense plutôt que de l'exprimer, tu vois. Par contre,
je me suis arrivé à un dilemme, je suis arrivé à une situation dans laquelle je ne savais pas apprendre. Parce que finalement, en tout cas à l'époque où moi j'étais à l'école, apprendre à apprendre, c'était une notion qui n'avait pas de sens et sur laquelle on s'attardait très peu. On ne nous expliquait pas comment on apprend. Parce que finalement, il y a un process, notre cerveau il a un fonctionnement, il a une manière de fonctionner. Et donc, en fonction de son fonctionnement, eh bien, tu vas trouver des méthodes pour justement faire rentrer la connaissance. Et ce que j'ai appris aussi un peu tard, mais finalement j'ai réussi à l'apprendre aussi, c'est que l'école, c'est un buffet de connaissances. Et c'est pas mauvais en soi. C'est juste en fait qu'il faut savoir assaisonner le plat à ta sauce à toi, avec ton fonctionnement, avec ta façon d'apprendre, d'être, pour justement que ce soit digeste pour toi. Et en fait, cette transition-là, je l'ai faite donc quand j'avais 17 ans, où j'en avais marre en fait d'être à la rue. Et j'ai fait des recherches. Et ce qui est marrant, c'est que tu as dit quelque chose de fou, c'est que tu dis qu'il faut partager ou écrire pour savoir ce qu'on sait. Et il n'y a pas plus vrai en fait. Et ce qui est aussi drôle, et ça c'est une coïncidence à mon avis, mais c'est ce qu'on appelle aussi des synchronicités, c'est que moi je suis tombé sur un cours d'un prof canadien, tu es canadien, et donc ce prof qui s'appelle Mathieu Gagnon, je pourrais mettre le lien de la vidéo si ça intéresse, il a fait un cours en 3 parties qui s'appelle Apprendre à réussir. Et il t'explique en fait que toutes les méthodes qu'on nous apprend à l'école, elles sont obsolètes, parce qu'elles ne sont pas en adéquation avec le fonctionnement réel du cerveau. Le fonctionnement réel du cerveau, c'est que, en fait, on a tous cette tendance à penser que la mémoire, c'est un peu un tiroir. Tu ouvres, tu mets de la connaissance dedans, tu refermes, et puis voilà, ça reste là, et puis quand on en a besoin, tu rouvres, tu récupères. En réalité, la mémoire, c'est quelque chose de reconstructible. Si je te demande ce que tu as mangé hier, tu vas commencer à réfléchir, faites l'expérience, hein. Tu vas te poser la question, ok, qu'est-ce que j'ai mangé hier, avec qui j'étais, où est-ce que j'étais, peut-être que tu vas avoir des sensations par rapport au goût, et donc ça va te rappeler le plat, puis ensuite le plat, peut-être le récipient dans lequel il était, et ainsi de suite. Et c'est en fait par association d'idées que tu reconstruis en fait ton puzzle, et ce puzzle du coup va être cette information que tu récupères. Mhm. Et en fait, il dit quelque chose qui est contre-intuitif, en tout cas par rapport à ce qu'on nous apprend, c'est que pour apprendre, il faut oublier. Parce que c'est l'effort de faire reconstruire l'info qui fait que tu ancres le savoir plus facilement. Et il donnait en fait, alors je ne sais pas si c'était lui, mais en tout cas, moi j'ai trouvé une métaphore qui était donc assez parlante. C'est comme un chemin dans l'herbe en fait. Plus tu vas marcher au même endroit, et plus en fait le chemin va se dessiner tout seul dans l'herbe. Et bien c'est la même chose pour le savoir. Et donc le fait de transmettre en fait, ça te pousse aussi, je pense, à reconstruire l'information et à la synthétiser ou à la simplifier pour la transmettre. Parce qu'en général, la personne en face de toi n'a pas spécialement les prérequis pour justement comprendre les choses comme toi tu les comprendrais. Donc il y a un effort d'adaptation à faire. Et donc en plus de la reconstruction de l'info, tu dois aussi faire un travail de synthèse. Et je pense que ces deux process te permettent également d'apprendre encore mieux et d'ancrer encore mieux ce que tu sais. Et en plus de ça, et là je vais citer donc une de mes références, Idriss Aberkan, je ne sais pas si ça te parle, et lui il dit en fait que 1 kg de connaissances plus 1 kg de connaissances, ça fait 3 kg de connaissances. Parce qu'il y a ce que tu dis, d'accord? Il y a la personne en face de toi qui écoute, et il y a ce qui va résulter de l'interaction entre ce que tu dis et ce que la personne comprend. Ça veut dire que tu peux me transmettre quelque chose, et avec le package que moi j'ai, eh bien, je vais comprendre peut-être autre chose que ce que toi tu me transmets avec ton package à toi. Et donc, ça va créer une tierce connaissance qui soit est révolutionnaire, soit est triviale mais non négligeable, tu vois. Et donc, c'est là où c'est très intéressant. Et donc, moi, ça me parle beaucoup, en fait, ce concept de partager. Et finalement, c'est aussi une approche qui est un peu pas très conventionnelle, finalement. Parce que finalement, on a tous cette idée-là que ceux qui partagent, c'est ceux qui savent, tu vois. Et c'est rare qu'on te dise, ouais, moi, je partage pour apprendre, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que, je sais pas, moi je trouve qu'en tout cas d'un point de vue du sens commun, c'est-à-dire de comment la société perçoit les choses et présente les choses, soit tu sais, soit tu la fermes, tu vois. Mais au final, comment tu sais si tu la fermes, quelque part, si on reprend cette logique de partager pour apprendre. Et donc je trouve très malin et inspirant de ta part de justement te dire que partager c'est le moyen d'apprendre, c'est le moyen d'ancrer aussi ce que tu sais, et c'est aussi le moyen d'en apprendre plus
parce que finalement, tu peux partager avec quelqu'un qui va t'apporter autre chose. Mhm. Donc, vraiment, ce que tu dis, ça me parle à un point de vue profond et aussi d'un point de vue psychologique, cognitif, ce que tu veux. Donc, incroyable. Je sais pas ce que tu en penses de tout ça. Je pense qu'on devrait encourager les gens à plus essayer et à accepter de faire des erreurs. Parce que c'est en faisant qu'on apprend, c'est en partageant qu'on apprend. Et les erreurs, ça fait simplement partie du processus. Il y a, je ne sais plus qui l'a mentionné, mais il y avait une étude qui avait été faite dans une école de photographie, si je ne me trompe pas. Il y avait 2 groupes. Le premier groupe, on leur a dit qu'ils seraient jugés sur une photo et qu'ils devaient prendre la meilleure photo possible. Et le deuxième groupe serait jugé sur le volume de photos qu'ils auraient prises. Et donc les 2 groupes sont partis et ont fait leur travail, certains en essayant de prendre le plus de photos possible et les autres en essayant de prendre la photo parfaite. Et ça, c'était la première étape de l'étude. La deuxième étape, c'était que toutes les images qui avaient été prises ont été mises dans un pot commun et ont été jugées pour leur qualité. Et alors, ça paraît surprenant pour certaines personnes, pour moi ça a du sens, mais les photos qui sont ressorties comme étant les meilleures photos sortaient quasiment toutes du groupe qui avait pris le plus de photos possible, et non celles des personnes qui avaient pris la meilleure photo, de leur point de vue. Et qu'au final, c'est en faisant que tu apprends, et donc il y aura plein de déchets, mais c'est de ça que tu vas pouvoir construire quelque chose de mieux. J'encourage toujours Avery à faire plus de dessins, et quand il rate quelque chose et qu'il commence à s'énerver, je lui dis « t'énerve pas, fais-en encore un ». Et au final, son 10e dessin, c'est une compilation des 9 précédents avec toutes leurs qualités et avec très très peu des défauts. Et le 10e, il est toujours meilleur que le premier. Et donc, il faut qu'on enlève ces barrières de se dire « il faut que je fasse parfaitement ». Il faut juste faire. Et c'est ça qui va nous aider à avancer, à apprendre des choses au fur et à mesure grâce à nos erreurs. Et il faut qu'on arrête de se cacher derrière la perfection qui fait un petit peu partie de notre monde aujourd'hui, que ce soit la faute des réseaux sociaux ou d'autres choses. Non, moi j'étais perfectionniste bien avant. Je pense que ça en fait partie aussi, on veut toujours montrer le meilleur de soi, mais au final, ça marche pour certains, mais ce n'est pas la vérité. Et plus on s'encourage à partager ce qui est vrai et imparfait, et plus ça résonnera avec les gens, et plus on sera à même de tous mettre une pièce à l'édifice et essayer de pouvoir construire quelque chose de mieux, que ce soit pour nous, pour une communauté ou autre. C'est très intéressant. Moi, je reviens sur, encore une fois, cette tendance d'une certaine manière, à montrer que le meilleur. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est ancré, en tout cas en Suisse, je trouve que c'est ancré dans nos mœurs, dans nos valeurs. Tu ouvres un business ou alors tu fais une erreur au travail, tu peux être jugé comme si tu peux avoir bossé 10 ans dans une boîte et faire une erreur un jour et jugé comme si en fait tu avais fait n'importe quoi pendant 10 ans, quoi. Et je trouve qu'il y a ce côté-là où en fait on punit sévèrement les erreurs. Mm-hmm. Et donc pour moi ça pousse un comportement, parce que pour moi c'est pas les réseaux sociaux, hein. Parce que finalement les réseaux sociaux, on pourra en parler lors d'un prochain épisode, mais pour moi les réseaux sociaux c'est une extension de la vie réelle, c'est-à-dire que ça exagère tous les traits de la vie, mais là-bas, pardon. Donc je disais que les réseaux sociaux c'est une extension de la vie réelle, c'est-à-dire que ça exagère tous les traits de la vie réelle. Ça veut dire que mais la base en fait c'est la vie réelle, c'est les interactions. Et donc, dans notre société, avant même de parler de réseaux sociaux et avant même que ça existe, eh bien, il y avait cette volonté-là de toujours montrer le meilleur de soi. Et en soi, c'est pas mauvais. Mais par contre, quand ça pousse à finalement mentir sur cette vérité, entre guillemets, qui est pour moi absolue, qui est que il y a de fortes chances que tu fasses très bien du premier coup, mais il y a plus de chances que tu foires du premier coup, et c'est OK.
Et c'est finalement parce que tu vas te relever. Tu vois, ce qui compte, c'est pas la chute, c'est quand tu te relèves. Et ce qui compte, c'est le nombre de fois où tu t'es relevé, finalement. Mhm. Et donc, c'est là où tu te rends compte que parfois la société, elle prend le contre-pied et elle transmet une image et des valeurs qui sont en totale contradiction avec la réalité de la nature et de la vie, en fait. Mais je pense que ces tendances-là à punir les erreurs et à ne pas encourager l'exploration et la nouveauté, c'est une gangrène qui va faire que ces entités-là, eh ben, elles ont une durée de vie qui est limitée dans le temps, une espérance de vie qui est limitée dans le temps et un potentiel de développement qui est limité aussi. Ça ne veut pas dire que les structures, c'est pas bien, les cadres, c'est pas bien, les hiérarchies, c'est pas, ça n'a pas sa place. Il y a un équilibre à trouver entre les deux, Exactement. mais la part d'exploration et de développement dans un monde qui change aussi vite que le nôtre, elle est fondamentale pour quelconque entité qui veuille perdurer dans le temps. On pense à des entreprises, que ce soit des journaux papier, que ce soit des appareils photo, des marques assez connues qui, au moment de pivoter sur le digital, sur un nouveau monde qui s'ouvrait, N'est-ce pas, Canon? voilà, comme ça c'est dit, eh ben, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils se sont dit, ben non, on ne va pas changer, on va faire ce qu'on était bon, ce à quoi on était bon. Et c'est marrant parce que quand on est jeune, on se dit tout le temps, ouais, on est progressif, on veut aller de l'avant, on veut changer les choses pour le meilleur. Et quand on vieillit un petit peu, et je pense que c'est autant social que culturel que biologique, quand on vieillit un petit peu, eh ben, on veut ralentir un petit peu la vitesse de changement des choses. Et je pense que ça, c'est tout des impulsions qu'on a, autant les unes pour pousser de l'avant, changer les choses, démonter des structures qui existent actuellement, autant dans l'autre sens que de résister au changement, que de maintenir une structure, une discipline, etc. C'est des impulsions sur lesquelles on se doit de refléter, parce que ce n'est pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, justes ou fausses, c'est toujours contextuel, mais à mon avis, on gagnerait à essayer de raisonner de manière un petit peu plus intégrée avec ces deux opposés, alors qui ne sont pas, à mon avis, des opposés, qui sont complémentaires. Tout à fait. Mais qui sont toutes les deux nécessaires, en fait. Donc, autant il faut développer et explorer et se permettre de ne pas réussir et faire des erreurs, autant il faut consolider des acquis et maintenir certaines structures qui nous permettent de faire ce qu'on fait au quotidien. Et c'est dans cette dynamique-là, en fait, qu'on retrouve, à mon avis, toutes les richesses du quotidien et de la vie en général, quoi. Incroyable. Incroyable. Incroyable, pourquoi? Parce que je pense que tu as résumé, en fait... Enfin, je trouve que tu as répondu avec beaucoup de justesse par rapport aux dynamiques sociales, dans le sens où une tendance ou une autre n'est pas mauvaise, aussi longtemps que tu sais quand tu dois prendre ici et quand tu dois prendre là. Et aussi, bah, tu as donc donné aussi de l'importance au fait d'avoir un cadre, autant que de sortir de ce cadre et d'évoluer. Et moi, ça me fait penser à Fast and Furious. Alors, c'est très bizarre dit comme ça parce que c'est pas réputé pour être les films les plus fut-fut de la mort qui tue. Mais il y a un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Cipher. Et en fait, Cipher, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, j'ai regardé Fast and Furious 8 hier avec mon pote et mon frère, donc c'est pour ça que je place une ref. Elle dit qu'en fait, à l'époque, quand ils allaient, par exemple, les humains allaient à un point d'eau et qu'un des enfants se faisait manger par un alligator parce qu'ils n'ont pas fait attention, les parents, eh bien, il y avait ce signal cérébral donc cette douleur qui était déclenchée par le cerveau pour éviter que ça se reproduise une autre fois. Et donc, moi, de ça, je dégage le fait que, comme on a dit, un cadre, c'est pas mauvais. C'est-à-dire qu'il y a des choses où, en fait, ta survie en dépend quelque part. Ou en tout cas, il y a des principes qui doivent être absolus, entre guillemets, qui ne le sont pas, mais que l'être humain doit se fixer de sorte à éviter de tomber du mauvais côté de la force, je pense. Mais au-delà de ça, par exemple, les lionceaux, s'ils n'apprennent pas à jouer, s'ils ne jouent pas quand ils sont gosses, bien ils ne seront pas chassés quand ils seront plus grands.
Et donc je pense que, comme tu as dit, c'est contextuel. Il y a des situations où tu peux expérimenter et d'autres où il faut faire attention parce que là, il y a plus grand qui est en jeu que simplement une simple expérimentation. Et du coup, je dirais que l'expérimentation, elle va dépendre du risque en fait. Si tu risques ta vie, peut-être que ça vaut pas la peine d'expérimenter. Sauf si ta vie en dépend. Sauf si ta vie en dépend. Et je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. Sur la punchline tu vois, le mic drop de Sean. Et écoute Sean, je te remercie. Merci à toi Issa. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première édition? Est-ce que ça t'a plu? Ça m'a beaucoup plu. Ouais. J'aime parler de tous ces sujets. J'aimerais bien en parler plus, donc c'est une super opportunité de le faire et de le partager avec toi. J'apprécie beaucoup ton travail, ton honnêteté, tes réflexions. Je pense que tu as beaucoup à amener et tu as beaucoup à amener aujourd'hui déjà. Donc écoute, je me réjouis de la prochaine édition. Merci, cool. Merci Sean. Merci à toi. D'avoir pris le temps de t'être déplacé. Bien sûr. J'espère que ça te plaira. Et puis moi, j'ai énormément apprécié aussi ce moment. J'ai vraiment apprécié tes réflexions, tes insights sur les choses. Et je pense qu'on a beaucoup à dire et qu'en réalité, 20 minutes, c'est pas assez. Je t'avais dit que 20 minutes, ce serait court. on va ajuster ça. Exactement. Si vous êtes chaud, on va développer un peu ça. Écoute, Super. Merci Sean, merci d'être venu. Merci ça. Prends bien soin de toi. Et puis nous, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Et puis à très bientôt. Peace. Ciao, comme dirait Kevin. Ça c'est le Ça c'est le quai suisse. Yes. Super.